Bonjour tout le monde, je suis bien content d'être ici. C'est la première fois que je fais une conf en français en fait. Donc si j'utilise d'affreux anglicismes, j'en m'excuse par avance. Ok, donc cet après-midi, j'ai la tâche difficile d'essayer de vous réveiller de la gestion avec du Windows et du Ruby. Donc je vais essayer quand même. Et en plus, j'ai pris un pari un peu risqué, j'ai essayé de faire la démo live. Donc bon, on verra. Ça a marché 3 fois sur 5 avant, donc on verra. Ok, donc un peu de contexte. Donc, je m'appelle David Cournapo. J'ai fait pas mal de Python depuis 2005. Et en fait, j'ai utilisé Python d'abord à Sconce. C'est une espèce de remplacement de make qui, à l'époque, était pas mal. Et à partir de 2006, quand j'ai fait ma thèse au Japon, j'ai commencé à éviter de faire ma thèse et de faire du NumPy à la place. Et donc, je me suis pas mal impliqué dans tout ce qui était build de NumPy, SciPy et compagnie. Donc pour tous les gens qui connaissent un peu et qui ont essayé d'installer NumPy à partir des sources, ils savent que c'est plutôt chiant, et surtout sur Windows. Donc depuis 2 ans, moi je travaille à Ensot, qui est une compagnie de consulting qui fait donc, du logiciel scientifique Python essentiellement. Et depuis cette année, je suis en charge un peu de nettoyer un peu notre build, parce qu'en fait, un des produits qu'on vend à Ensot, c'est une espèce de distribution de Python avec environ 150-200 paquets Python. Enfin, Python, librairie C, du Fortran, etc. Et on supporte Windows, 32 bits, 64 bits. On supporte Mac OS X, 32, 64 bits. Et on supporte Linux, 32 bits, 64 bits. Donc ça fait qu'on a 200 x 6. Et la personne qui était avant moi faisait à peu près tout manuellement. Et moi, ça ne me plaisait pas trop. Donc j'ai commencé un peu à automatiser tout ça. Et donc là, je montre un peu comment automatiser des VM, mais pas pour des serveurs, ce qui est le cas usuel, mais pour faire une espèce de build farm, en fait. Ok, donc un peu d'histoire. Donc encore une fois, je ne sais pas trop quel est le background des différentes personnes ici, mais toutes les personnes qui font un peu de Python scientifique, bon, ils savent que le monde est un peu différent de quand on fait du web. Genre quand on fait du web, c'est oula, c'est... Mais quand on fait du calcul scientifique en Python, c'est Fortran, c'est des trucs que même vos grands-parents, ils savent plus ce que c'est. Mais malheureusement, c'est encore vachement utilisé en scientifique. Encore aujourd'hui, si vous voulez faire du calcul scientifique rapide, C++, c'est assez merdique. Fortran, souvent, c'est plus rapide. Et en fait, C++, Fortran, encore ça va. Parce qu'après, on commence à parler de librairies un peu bizarres. On commence à parler de CUDA pour faire du calcul GPU. On commence à parler d'OpenCL. Donc, on a des compilateurs qui ne sont même pas des vrais compilateurs, mais qui sont des trucs un peu spécifiques, des wrappers, etc. Enfin bref, c'est un beau bordel. Et donc, au début, on se dit, ouais, c'est juste un peu du Lego, on va être comme des gamins, c'est génial. Mais souvent, quand on commence à faire un système de build dans le contexte de calcul numérique, bon, souvent, ça ressemble vite à ça, quoi. Et donc, encore une fois, n'importe qui a fait du build avec des calculs pour des logiciels de calcul scientifique, je pense qu'ils ont tous un peu cette expérience. Donc, j'avais un peu prévu de faire ma démo live en même temps. Donc, on va faire la démo live en même temps. J'expliquerai un peu ce que je fais après, c'est juste que ça prend un peu de temps. Donc, il faut que je le fasse un peu en même temps. Ah, oui. Tiens, attention, là, ça. En fait, ça, c'est pas très important, en fait, donc c'est pas très utile. Je vous montrerai après ce que je fais. Ok. Ok, donc, le problème, souvent, c'est on a cette espèce de système un peu affreux si on est chanceux automatisé. Souvent, ça ressemblait à des fichiers script qui génèrent du makefile. Et c'est le cas gentil, quoi, parce qu'on a des librairies qui font du C, qui génèrent du makefile, qui génèrent du C, qui génèrent du makefile. Et c'est pas une blague, hein. Vous regardez Atlas, qui est la librairie de calcul pour faire du calcul numérique rapide, pour tout ce qui est algèbre linéaire, c'est exactement ça, quoi. Donc quand ça plante, vous êtes content, parce que vous n'avez absolument aucune idée de comment ça marche. Et le code C, il n'est pas joli, en plus. Donc, une des idées assez naturelles, finalement, c'est que bon, aujourd'hui, les VM, finalement, tout le monde utilise un peu ça. Et donc, pourquoi pas utiliser des VM pour faire du build? On fait une VM qui est bien jolie, avec tous les compilateurs bien setupés. Et c'est génial, on a notre VM, on sait que ça marche, et donc, du coup, on va se partager les VM. Bon, le problème, déjà, c'est que, moi, par exemple, j'ai un collègue qui travaille en Inde. Lui, il filait une VM Windows qui fait 50 gigas. N'importe qui a été en Inde, avec la qualité Internet en Inde, en général, ils savent que ça ne va pas se passer très, très bien. Il y a aussi le fait que ce n'est pas du tout transparent. Genre, votre VM, elle marche bien, mais finalement, souvent, ce qui se passe, c'est que tout le monde utilise la même VM, et puis plus personne ne sait comment ça a été fabriqué. Ça marche, mais on ne sait plus très bien pourquoi. Donc, la taille rédhibitoire, surtout quand on est sous Windows ou Mac. Mac, une VM de base, c'est 10 Go déjà, sans rien installer, hein.
Donc après, si vous installez Xcode, etc., très vite, ça va devenir du 20 gigas. Donc se trimballer des VM, etc., entre différentes time zones et différents continents, c'est pas génial. Et ça n'a pas du tout de flexibilité. Donc typiquement, encore un exemple qui va peut-être pas trop parler aux gens qui font surtout du web development, mais par exemple, là récemment, j'ai recompilé une nouvelle version de SciPy et SciPy crashait dans des trucs vraiment bizarres. Donc en fait, je me suis rendu compte que la nouvelle version de GCC, elle fait des optimisations qu'elle a le droit de faire, et SciPy faisait du C qu'il n'avait pas tout à fait le droit de faire, et donc en fait, ça crashait complètement. Donc ça aussi, encore une fois, si on peut mieux contrôler quelle exactement version de compilateur on a et qu'on peut reproduire notre VM, c'est nettement mieux. Donc je vais voir où j'en suis là. Hop, tac, ouf. Donc le problème des VM qu'on fait un peu comme une espèce de gros bloc, ça résout un peu le problème de... On peut reproduire des builds, on sait que si ça marche une fois, ça va marcher une nouvelle fois. Le problème, c'est donc ce manque de transparence, la taille, le fait que c'est pas flexible. Donc, par exemple, un cas qui est intéressant pour nous commercialement, c'est de refaire une distribution pas compilée avec Visual Studio 2008, mais avec Visual Studio 2012, sans entrer dans les détails. Quand on fait des extensions qui sont compilées avec un compilateur Visual Studio, ça ne marche plus du tout, c'est le bordel qu'on fait avec un autre compilo. Mais il y a certaines entreprises qui aiment bien avoir le dernier Visual Studio, donc c'est un truc, comme Visual Studio c'est chiant, on aime bien faire payer pour ça, et donc on aime bien pouvoir avoir des VM Windows avec Visual Studio 2008 et des VM avec Visual Studio 2012. Le problème, c'est qu'installer deux différentes versions de Visual Studio sur la même machine, c'est censé être supporté, en pratique, c'est pas génial. Donc en fait, ce dont je vais parler moi, c'est avoir un truc un peu plus, en français, un peu plus principled. Premier principe, merci. Ok. Et donc l'idée en fait, c'est au lieu, on va toujours fonctionner avec des VM, mais les VM, on va les builder de manière complètement automatique et scriptée. Et donc du coup, l'idée c'est, si maintenant j'ai besoin d'une VM avec Visual Studio 2012, bon, pas de problème, je vais juste changer, là maintenant je veux 2012 et le 2008, et on recommence tout le tralala. Donc, un peu ce que je fais finalement, c'est encore une fois un peu comme ce que font les gens qui utilisent beaucoup de VM pour le déploiement de serveurs, etc. C'est d'avoir un peu une espèce d'automatisation en 3 couches, où on commence à partir d'une VM de base, donc typiquement si on est au Linux, la VM de base, ça va être par exemple notre CentOS, et puis il n'y a pas grand chose en plus, juste qu'il faut un serveur SSH, et puis après on peut tout bootstrapper. Sous Windows, ça va être juste un Windows, il n'y a pas de SSH, donc on se tape Cygwin, mais on va installer Cygwin avec SSH. Encore une fois, ça va être juste ce qu'il faut pour bootstrapper, et pareil pour Mac. Donc l'idée, c'est que faire un peu le plus bas niveau, c'est assez pénible, parce que automatiser l'install de, encore Linux ça va, mais Windows c'est vraiment pénible. Mais une fois qu'on l'a fait, on n'a pas besoin de le faire souvent, parce qu'on a besoin de le faire qu'une fois par OS. En gros, j'ai un script pour faire une Windows 7 32 bits. Ce script, j'ai plus trop touché depuis 6 mois. Ça, c'est vraiment le premier niveau. Après, on a le deuxième niveau où c'est là que je vais utiliser Vagrant, c'est-à-dire pour faire des VM provisionnées. Et là, en fait, je vais mettre en place tout ce qui est pas spécifique à nos tools en interne, mais qui vont être les outils partie tierce. Donc, typiquement, avoir la bonne version de GCC, le bon Python, tout ce bordel, ça, on peut bien automatiser. Et cette partie, on va faire en sorte qu'elle marche sur toutes les plateformes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire qu'on ait du Mac, du Windows ou du Linux, on va pouvoir dire, moi maintenant je veux compilo, etc. J'ai un compilateur C, j'ai un compilateur Fortran, etc. Et après on a le troisième niveau, là vraiment ça dépend beaucoup de ce que l'on fait. Par exemple, si je veux construire un certain type de produit, je vais avoir un certain type de script, un certain autre de produit, c'est un certain nombre de scripts. L'équivalent là, ce serait installer les services spécifiques à la boîte, quoi. Donc l'idée un peu de séparer comme ça, c'est que plus on est en bas, plus c'est stable, mais plus c'est pénible à modifier. Et ça dépend vraiment beaucoup des différents ES. Plus on est en haut, plus on a de flexibilité, mais plus c'est fragile souvent, parce qu'on n'arrête pas de changer les choses. Donc c'est pour ça qu'avoir un peu une abstraction à ce niveau-là, ça permet un peu ça est plus une manière de voir et de réfléchir que vraiment une abstraction au niveau logiciel. Mais je pense que ça permet d'avoir une certaine... décidément, j'arrive plus à parler français. Une certaine assurance sur ce que l'on fait. Donc, je vais continuer à faire mon petit bordel. Donc là, j'ai un problème d'automatisation que je ne vais pas changer, que je ne vais pas montrer, mais c'est juste que comme on a besoin du Wi-Fi
avec le mot de passe. Ça, je ne l'ai pas automatisé. Normalement, on n'a pas besoin, mais je vais juste rentrer mon petit mot de passe. Conf Python et Timothée1W. Hop. Je suis connecté, ça marche du premier coup, je suis content. Et voilà, hop. Donc, bref, où j'en suis, hop. Ok, donc on a un peu cette architecture, un peu plus pour une manière de penser que vraiment une architecture vraiment logicielle, de ces 3 couches différentes. Ok, donc concrètement, comment ça marche? Donc là, j'ai beaucoup parlé du 2e niveau où j'utilise Vagrant. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, Vagrant, à la base, c'est un outil pour... On part de ce qu'on appelle un fichier box dans Vagrant. En gros, c'est un fichier tar avec la VM et quelques petits fichiers de configuration. Cette VM, normalement, elle est assez petite parce qu'encore une fois, elle contient vraiment que ce dont on a besoin pour le bootstrap. Pour un ordre de grandeur, avec Windows, ça va être autour de 2 Go. Et avec un Linux, si on fait ça bien, ça va être genre 300, 400, 500 mégas. Pour Linux, au moins, comme il n'y a pas le problème de licence, en général, il y a des fichiers box qui sont disponibles partout sur le web qu'on peut télécharger. Comme Vagrant est pas mal utilisé, c'est assez facile de jouer au moins sur Linux. Donc là, je fais l'hypothèse que j'ai déjà mon fichier box de base. Et Vagrant va permettre de faire tout le niveau du milieu. C'est-à-dire qu'à partir de là, Vagrant va partir d'un fichier .box et va me construire une VM qui va avoir tous les logiciels tierces. Donc installer Visual Studio, installer mes compilateurs Fortran, etc., installer Python. Tout ça, ça est fait au niveau Vagrant. Et un des intérêts de Vagrant, en fait, c'est qu'il permet de gérer plein de choses qui sont assez pénibles, du style les réseaux. Donc, par exemple, sur la configuration, là, quand je suis que sur mon ordinateur, je vais utiliser une configuration type... je vais faire comme si la VM avait la même adresse Ethernet que mon portable, mais quand on est dans un réseau en interne, on va plutôt faire du bridge, où chaque VM va avoir sa propre IP. Bon, bah, tout ce genre de choses, faire ça de manière indépendante de l'OS et de la technologie de virtualisation, c'est un peu pénible. Vagrant fait tout ça pour nous. Donc ça, déjà, c'est un aspect de Vagrant qui est intéressant. Donc ça, en fait, j'ai déjà un peu dit. L'histoire des VM provisionnées avec Vagrant, on a tout ce qui n'est pas vraiment spécifique à un projet en interne, tout ce qui est compilateur, etc. Donc là, j'en ai quelques exemples de ce que je vais installer dans Vagrant. Vous savez, Homebrew, iFort, qui est le compilateur Fortran Intel, Visual Studio, etc. Un autre aspect qui est intéressant de Vagrant, mais dont je ne vais pas trop parler aujourd'hui, c'est qu'il supporte plusieurs types de provisionneurs. Donc, c'est-à-dire que les gens qui connaissent déjà un peu Chef, Puppet, Salt, etc., Vagrant gère ça. Donc, la manière dont on installe Homebrew, iFort, etc., dans les VM Vagrant, on peut utiliser soit Chef, soit Puppet, soit Salt. Ou juste des scripts shell, si on préfère. Donc, juste pour donner un peu une idée de à quoi ça ressemble, quand on a un fichier box, la seule chose dont on a besoin en plus, c'est d'avoir un petit fichier Vagrant qui est en fait juste un fichier Ruby. Et là, je vais dire, bon, par exemple, la deuxième ligne, là, config vmbox, c'est dire de quelle basebox je pars. Donc ça suppose que j'ai installé déjà ma basebox dans Vagrant. C'est une commande de Vagrant. Bon, quand c'est Windows, il faut dire que c'est Windows, parce que sur Windows, c'est toujours un peu pénible, il y a plein de trucs spécifiques à Windows. Et après, je dis, bon, bah là, maintenant, j'utilise Chef pour provisionner ma VM Windows. Donc, comme le but un peu de mon exemple, là, dans ma présentation, c'est de parler de compiler NumPy sous Windows. Compiler NumPy sur Windows, je vais installer MingWin, parce que de toute façon, si je vais installer Visual Studio, ça prend une demi-heure, donc je ne pourrais pas faire la démo live. Et l'idée, donc, normalement, donc, les petites commandes que j'ai tapées avant, que je ne vous ai pas montré, c'est juste ça, en fait. J'ai fait juste Vagrant up. Donc là, je pars de rien, je n'ai pas de VM à ce moment-là. On part du fichier .box, enfin, pas on décompile, mais on tar le fichier .box. Comme j'ai un CSD, c'est assez rapide. Et après, on fait Vagrant provision. Et là, il installe toutes les différentes recettes qu'on a setupées là dans notre fichier Vagrant. Pardon. Donc, pourquoi Vagrant? Parce que finalement, on peut se dire, encore une fois, on peut tout faire ça un peu entre guillemets à la main. Si on est sous Linux et qu'on fait que du Linux, clairement, Vagrant, c'est assez... désolé, overkill. Bon, maintenant, quand on fait du Windows et du Mac, c'est pas overkill du tout. Parce qu'encore une fois, tout ce qui est gestion de réseau, etc., c'est vraiment pénible. Surtout tout ce qui est automatisé Windows, c'est pénible à la base. Vagrant fait pas mal de choses pour nous à ce niveau-là. Vagrant a une grosse communauté, c'est vraiment un outil qui a été devenu populaire assez rapidement. Donc un des intérêts de ça, c'est quand même pas mal de plugins.
Donc par exemple, au début, il n'y avait pas le support pour Mac OS X parce que VirtualBox, qui était le premier virtualisateur utilisé par Vagrant, ça ne marche pas pour OS X, enfin pas vraiment. Mais après, il y a eu un plugin pour VMware, et donc maintenant, je peux faire mes VM OS X aussi avec VMware Fusion. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont faites en plus de Vagrant, et ça, c'est parce qu'il y a énormément d'utilisateurs de Vagrant. Puis il y a plein de choses qui sont assez pénibles avec les VM qui sont faites automatiquement pour vous. Donc par exemple, par défaut, quand on démarre une VM Vagrant, le répertoire d'où on démarre la VM, il est automatiquement partagé dans C Vagrant dans Windows. Et c'est pareil dans Mac et dans Linux. Donc tous les trucs qui sont assez pénibles de partager les fichiers, etc., il y a un défaut que tout le monde connaît. On n'en a plus besoin, les gens qui ont un peu l'expérience de partager des VM avec d'autres personnes, c'est toujours « Ah, mais c'est quoi le password de cette VM? Ah, celui-là, c'est pas le même parce que c'est un autre gars qui a créé la VM. » Tous ces trucs-là, comme Vagrant le fait, on n'a plus besoin de se partager les passwords, etc., qui sont toujours un peu pénibles, surtout si le gars qui a créé la VM ne bosse plus pour vous. Et Vagrant scale assez bien pour de grosses configs, dans le sens où, bon là j'ai montré comment installer Mingwin, qui n'est pas très gros, mais utiliser Vagrant pour installer Visual Studio, plus le Fortran Compiler Intel, plus tout ce bordel, je ne vais pas le montrer ici, mais ça marche assez bien. Et c'est ce que je fais là où je travaille. On compile tout ce Visual Studio et pas ce Mingwin. Ça marche à peu près aussi bien, c'est juste un peu plus long à mettre en place, mais tout ça, ça marche avec à peu près les mêmes scripts. Ok, donc ça c'était pour parler un peu de Vagrant. Donc vraiment l'idée de base de Vagrant, c'est un peu automatiser les VM et donner un peu d'abstraction au-dessus de la technologie de virtualisation. On peut utiliser VirtualBox, KVM, etc. Et de gérer des trucs un peu pénibles, style réseau, etc. Maintenant, je vous ai dit, au départ, on part d'une machine Basebox. Bon, sous Linux, je vous ai dit, on peut télécharger une machine Basebox depuis Internet, donc ok. Sous Windows, évidemment, vous n'allez pas pouvoir télécharger un Basebox tout fait pour Windows. Pareil pour Mac. Donc avant, quand on voulait faire une Basebox pour Windows ou Mac, il fallait le faire un peu à la main. Et donc le créateur de Vagrant, Michel Hashimoto, en début d'année, il a présenté un autre outil qui s'appelle Packer. Donc Packer, c'est un petit outil, enfin plus petit que ça, écrit en Go et qui permet de créer des Basebox. Donc en fait, Packer, à la base, c'était fait pour comment créer des VM à partir de rien, enfin bon, à partir évidemment du CD d'install ou etc., et de créer un fichier box. Donc c'est écrit en Go. Alors j'ai jamais utilisé sous Windows, mais ça marche pour créer des VM Windows certainement. Ça marche sous Mac et ça marche sous Linux. Et un des intérêts aussi, c'est qu'à partir d'à peu près le même fichier, vous pouvez générer des Basebox VirtualBox, des Basebox VMware, et vous pouvez même faire du EC2. Alors le EC2, je n'ai pas encore beaucoup essayé, mais je sais qu'il y a des gens qui utilisent ça. Bon, c'est assez intéressant pour moi à terme, parce que peut-être que maintenant je vais faire du build pas mal sur EC2 pour accélérer les builds. Tout ça, pour télécharger, il y a des binaires qui sont dispo pour Windows, Mac et Linux sur le site Packer.io. Donc juste pour montrer un peu comment ça marche, il y a un petit fichier JSON où on va dire, bon ben, maintenant je vais faire un builder VirtualBox, c'est-à-dire que je veux que ce soit une VM VirtualBox, et une fois que l'OS de base est installé avec un petit script, là ça dépend de l'OS, donc je ne vais pas le montrer ici, mais après on va peut-être, par exemple sous Linux, on va avoir un petit fichier script base.sh qui va, par exemple, bon, ben, si on veut utiliser Chef, qui va installer Chef pour le bootstrap, être sûr qu'on va installer SSH, et ce genre de choses. Alors pourquoi Packer? Bon, c'est toujours mieux que de le faire à la main. C'est utile même sans Vagrant. Donc même si vous n'utilisez pas Vagrant et que souvent vous voulez créer des nouvelles VM, je conseille de regarder Packer parce qu'il y a d'autres logiciels qui font un peu la même chose. Packer, c'est de loin le meilleur que j'ai vu jusqu'à maintenant. Bon, je ne prétends pas les connaître tous, mais c'est tellement meilleur que l'outil que faisait Ubuntu pour faire des VM, donc je ne me souviens plus, mais qui ne marchait pas très bien. Un autre intérêt, c'est qu'il peut construire plusieurs VM en parallèle. Donc si vous avez par exemple un back-end VirtualBox, un back-end VMware, vous pouvez faire les deux en parallèle. Et un truc qui est vraiment bien, surtout encore une fois pour les gens qui ont l'habitude de faire beaucoup de VM, c'est qu'il y a un mode debug. C'est-à-dire qu'en fait, Packer va construire la VM, il a une espèce de plan avec plein d'étapes. Et dans le mode debug, en fait, à chaque étape, il va s'arrêter. Donc vous pouvez contrôler un peu l'état de votre VM. Quand vous voulez débugger, encore une fois, surtout sur Windows, c'est quand même assez utile. Ok, donc c'est maintenant que je vais faire un peu mon pari. Donc maintenant, on va mettre en miroir. Oh! Donc ça a marché. Ah oui, c'est une bonne idée. Oups. Tout le monde voit bien là? Ouais. Oui.
Donc là, ce que je vais faire en fait, donc ça c'est propre à Windows encore, c'est que Windows c'est toujours assez pénible, même quand vous modifiez une variable d'environnement de manière automatique, la seule manière que j'ai trouvé de faire ça de manière stable, c'est de redémarrer. Donc il faut qu'on redémarre. Et voilà, c'est Windows. Bon, j'ai un SSD, donc c'est pas trop lent. Donc bon, tant que ça tourne, pour expliquer un peu le contexte. Donc, souvent, dans la communauté scientifique, on a des logiciels qui dépendent beaucoup de librairies, de compilateurs, etc. Genre avoir un compilateur C, c'est évidemment nécessaire, on a besoin d'un compilateur C++, Fortran, etc. Donc ça, c'est assez pénible, surtout sur Windows, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire des binaires pour NumPy, SciPy, etc. Donc récemment, il y a le format wheel. Donc pour les gens qui ne connaissent pas le format wheel, ça remplace un peu egg, sauf que c'est plus simple, que c'est spécifié, et que ça n'essaye pas de faire plein de choses en même temps. C'est vraiment juste un format d'installation. On ne peut pas importer un wheel comme on peut importer un egg. Et maintenant, pip, avec le bon module, on peut fabriquer un wheel. Donc l'idée, c'était un peu pour ça que j'ai fait le talk quand Olivier m'a demandé de faire un talk là-dessus, c'est que scikit-learn, c'est bien gentil, mais quand ils veulent installer scikit-learn, quand ils veulent faire les tests scikit-learn, par exemple sur Travis CI, il faut d'abord qu'ils se fassent chier à installer NumPy et SciPy. Le problème, c'est que compiler SciPy, ça prend déjà 15 minutes. Donc avoir le wheel à la place, ce serait quand même bien sympa. Premier problème, c'est que faire les wheels sous Windows, c'est un peu pénible. Et donc là, alors j'ai pas encore les scripts qui sont bien faits, mais les scripts tournent au moins. Donc j'ai tout fait en live, donc normalement ça devrait marcher. Et donc maintenant, est-ce que j'ai cessé? Non, évidemment. Donc ça c'est un peu l'aléatoire de Windows. On pourrait penser que modifier une variable d'environnement, c'est simple, mais pas sur Windows. Donc maintenant j'ai CCC, je suis content. Donc maintenant, donc là vous voyez en fait, au début, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que je suis parti de zéro, j'avais une VM avec rien. Bon voilà, vous voyez que maintenant, bon, c'est toujours Windows, donc c'est toujours pénible, mais au moins j'ai Git, j'ai VI, j'ai des outils qui me permettent un peu de ne pas être complètement fou. Ok, donc, je télécharge. Hop. Alors, est-ce que je vais réussir à le faire en moins de 5 minutes? Ça, c'est la question. Hop. NumPy. Donc, je triche pas, hein. J'ai rien préparé. Enfin, j'ai essayé de le faire avant, mais c'est la nouvelle VM est créée de scratch, il n'y a pas les sources, rien du tout. Et comme le Wi-Fi marche assez bien ici, ce qui est assez rare en conf, je me suis dit que peut-être ça va marcher. Donc là, je ne fais pas grand-chose d'intéressant, je sélectionne juste les sources de NumPy. Maintenant, j'ai créé un petit environnement virtuel pour NumPy. Ouais, je suis con, je n'ai pas besoin de le créer avant. Donc là, c'est là où je vais installer NumPy, juste pour montrer que ça marche. Et tac, pouf, et je fais pip install nose, parce qu'on a besoin de nose pour tester NumPy, ça nous permettra de voir si NumPy marche correctement. Donc là, maintenant, je me fais un autre. Maintenant, il faut de nouveau que je me. Ouais, attends. En fait, ça me fait chier. Hop, tac. Et maintenant, est-ce que j'ai fini de télécharger NumPy? Oui, non. Setup egg. Tac, hop. Donc évidemment, si on fait ça bien, il faut aussi automatiser cette partie-là. Mais Olivier pourrait être témoin, c'est que si on peut déjà démarrer de là, c'est déjà pas mal. Ok. Ah, alors bien sûr, il faut que j'installe aussi. Donc on veut construire un wheel, pip ne peut Distutive ne peut pas faire un wheel de base, il faut installer le logiciel wheel. Hop, tac, est-ce que je suis bien dans les sources? Oui. Ok, et ok, on démarre. Donc là, l'idée, c'est juste que j'ai téléchargé les sources NumPy à partir de Git. Et là, il y a quand même pas mal de choses. Encore une fois, si on est habitué à Linux, ça a l'air de rien. Parce que dire oui, ok, on a Python, on a pip, tout ça. Sur Windows, c'est extrêmement pénible. Là, j'ai tout automatisé. En théorie, si je mets tous mes scripts quelque part sur GitHub, les gens pourront aussi eux-mêmes créer une VM Vagrant de rien. Ils n'ont pas besoin de télécharger une VM de 20 Go, qui de toute façon, ce n'est pas légal parce que c'est Windows. Ils pourront tout refaire à partir de leur VM, de leur script. Si on veut mettre à jour une nouvelle version de Mingwin, pour des raisons, je ne vais pas en parler, mais pour l'instant, on a encore besoin d'une vieille version de Mingwin pour NumPy. On espère changer à une nouvelle version de Mingwin. Bon, on n'aura pas besoin de recréer une VM de 20 Go. On aura juste besoin de dire, bon, maintenant, le script pour avoir Mingwin, ce sera le nouveau script de Mingwin. Bon, le problème, c'est un peu lent de compiler NumPy. Bon, bref, ça marche à peu près, parce que ça ne s'est pas cassé la colle dès le départ, donc normalement, ça finit assez bien. Donc, on a tout qui est setupé dans Vagrant, là. Et ce que je n'ai pas montré avec Packer, créer la VM de base aussi, c'est juste un script, c'est une commande en 10 minutes,
à partir de l'ISO Windows, enfin 10 minutes sur un SSD, en une commande avec Packer, on peut créer une VM avec tout le bootstrap, avec Cygwin, SSH, etc. Et le fichier JSON va être peut-être quelque chose comme 30 lignes. Et les fichiers de configuration pour installer Windows automatiquement, on peut en trouver en ligne les fichiers XML pour faire une installation de Windows sans avoir à rien faire manuellement. Donc ça prend un tout petit peu plus de temps que prévu. Mais bref, ça va être fini à peu près en 30 secondes. Et donc à ce moment-là, j'aurai un wheel. Et normalement, je vais pouvoir installer mon wheel dans mon VirtualEnv que j'ai créé à côté. Et je vais pouvoir installer NumPy à partir d'un binaire. Et au lieu d'avoir 3 minutes avec le problème d'avoir besoin d'un compilateur, etc., maintenant, imaginons que scikit-learn, imaginons qu'il puisse utiliser Travis CI avec Windows. Bon, le support Windows Travis CI n'est pas encore là, mais c'est en cours. Bon, bah maintenant, on pourra juste mettre le wheel quelque part pour NumPy. Pareil pour SciPy. Et du coup, les gens pourront juste dire pip install NumPy le wheel. Sous Windows, ça installe le wheel par défaut, si le wheel est dispo. Et la même chose pour SciPy, et ils pourront tester tout de suite NumPy et SciPy. OK. Donc, je crois que j'ai plus de temps. Bon, enfin, là, il faut me croire que ça marche à la fin, mais voilà. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, etc. Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne sais plus si j'avais une question, mais j'ai oublié. Mais tu n'as plus besoin de le faire. Oui, si. Concernant le build de Fortran SciPy, comment installer... enfin, est-ce que c'est possible de builder des wheels avec Fortran ? Ouais, donc en fait, donc, pour la petite histoire, donc c'est quoi le problème avec Fortran? C'est que Fortran, il y a besoin, c'est commencé, il y a une runtime Fortran. Alors autant les gens en général, ils ont une runtime C, autant les gens en général, ils n'ont pas une runtime Fortran. Et donc avec MingWin 3, on pouvait compiler tout en statique. Et avec MingWin 4, on ne peut plus vraiment, mais en fait on peut. Donc ça marche presque. J'ai fait pas mal de... Ça marche presque, quoi. J'avais un peu regardé avec MingWin 4 il y a quelques semaines et on devrait pouvoir poser dessus ensemble lundi. Ça devrait marcher à la fin de la journée, je pense. Alors, donc moi j'ai une question. Donc avant de commencer ta démo, tu as dit que ça marchait avec Windows 3 fois sur 5. Et donc ma question c'est 2 fois sur 5, il se passe quoi? Donc alors, un truc qui était un peu pénible, c'est genre une fois qu'on démarre la VM, si on oublie de se connecter au Wi-Fi avant de faire le provisioning avec Chef, bon Chef, j'utilise ça parce que ça marche sur Windows, mais c'est quand même assez merdique. Entre autres, quand vous n'avez pas Internet, au lieu de vous mettre une erreur, vous n'avez pas Internet, il va dire que vos fichiers sont corrompus. Génial. Donc, en gros, c'est ça souvent les problèmes. Si on oublie un truc qui est propre à ça, c'est ça qui ne marchait pas. Puis il y avait aussi le problème que MingWin, leur installeur, c'est de la merde. Donc c'est assez pénible à installer, une fois sur deux, ça ne marche pas. Mais sinon, ce n'est pas vraiment à cause de Vagrant Packer, c'est plus à cause de certains logiciels qui sont un peu durs à installer en ligne de commande depuis Windows. Donc, moi, j'utilise pas mal VirtualBox. Je ne connaissais pas Vagrant. Donc, les choses que j'ai retenues, c'est que Vagrant, c'est une sorte de wrapper autour de VirtualBox qui me permet de configurer ma VM à l'avance. Ouais, c'est ça. C'est une bonne manière de le voir. Ouais. Okay. Et donc, deux questions. Par rapport au snapshot, comment est-ce que s'il y a la possibilité avec Vagrant de friser l'état d'une VM et de redémarrer ça. Et aussi, toi, tu avais, donc deuxième question, remarque, tu avais dit que si on fait du Linux sur du Linux, c'est un peu d'overkill. Et parce qu'en fait, j'utilise des Linux containers, donc je partage les noyaux. Et s'il y a une... parce que là aussi, tu démarres ton container, mais après, tu dois le configurer, tu dois installer des choses. Et donc, s'il y a des solutions autour des containers ou d'OpenVZ, donc, la réponse à la première question qui était snapshot, donc la réponse est oui. Donc, on peut faire Vagrant Package. Et quand on fait Vagrant Package, en gros, il sauve l'état actuel comme un point box qu'on peut donner à quelqu'un d'autre. Donc ça a l'avantage évidemment que du coup il n'y a plus besoin de provisionner. Le désavantage c'est que très vite la VM devient grosse, quoi. Donc la réponse est oui.
Pour la deuxième question, oui, clairement, si je veux faire que du Linux, je n'utiliserai pas tout ça, j'utiliserai en gros du chroot et des containers si vraiment j'ai besoin d'avoir des choses un peu plus évoluées qu'un chroot. Je sais qu'il y a du support pour Docker dans Vagrant, ou j'en ai entendu, non pas Docker, pardon, LXCE. J'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont utilisé, mais j'ai aucune expérience moi-même de ça. J'ai une petite question pour la nomenclature. Il y a une raison pour laquelle Vagrant utilise le mot box au lieu de image qui est plus standard dans l'industrie? Je sais pas, non. Pas que je sache. Je me posais la question et je voulais savoir. Ok. Ouais, peut-être. Ouais. C'est vrai qu'au début, Vagrant supportait que VirtualBox et c'est les fichiers qu'on a, ça s'appelle des .box par défaut. Mais c'est plus limité à VirtualBox maintenant. Par exemple, maintenant j'ai des VM OS X, j'utilise VMware Fusion et on peut utiliser aussi KVM sur des choses. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la conférence suivante, qui est par le même orateur, donc ça va être simple, et qui est sur DebSolver, mais je crois qu'on a une dernière question. Ah, ça a marché. Ouais, ça a marché. J'ai pas vu toute la conf. Est-ce qu'on peut faire des VM KVM aussi? QEMU Oui, et KVM. oui. Le support pour KVM. J'ai jamais utilisé moi-même, mais je sais que ça existe. Il y a un plugin Vagrant pour KVM. Packer, je sais pas. Je sais qu'il y a VMware et VirtualBox, c'est les deux que j'ai utilisés. Je sais qu'il y a support pour EC2, KVM, je suis pas sûr. Et pour la petite histoire, ça a marché, j'ai mon Will NumPy. Bon, voilà. Bref.